Toutes les tombes sont des sépultures construites pour accueillir les corps des membres d'une même famille. En plus, les stèles déposées près du temple d'Osiris comme offrande témoignent de la relative prospérité de cette classe moyenne. Les rois d'Ititaoui sont privés d'une administration fiscale locale. Ils se montrent incapables de taxer la classe moyenne dynamique qui peuple les villes et certains villages du royaume. En revanche, ils peuvent quand même compter sur l'appui d'une classe loyale à la monarchie, constituée de hauts administrateurs soudés par une communauté de vues exprimée par la littérature politique de l'époque. Sauf que le pouvoir des pharaons des 3 premiers siècles du 2e millénaire demeure finalement sévèrement limité. En réalité, les pharaons d'Ititaoui règnent sur une petite monarchie aux ressources réduites. Le titre de grand chef disparaît des inscriptions funéraires en même temps que les grandes tombes construites à Éléphantine et à Abydos, les 2 villes qui constituent en fait le noyau de la monarchie thébaine. Ça n'a rien d'anodin, c'est le signe tout simplement de l'affaiblissement des grandes villes du sud du royaume au profit de celles du nord. Mentuhotep II n'a donc pas d'autre choix que de se concilier les potentats de Moyenne-Égypte pour contrôler la partie nord du royaume fraîchement conquise. De nombreux dignitaires locaux choisissent de reposer auprès du pharaon. On remarque d'ailleurs à cette époque l'expansion considérable de la nécropole d'El Tarif à Thèbes-Ouest. L'avènement d'Amenemhat Ier vers 1191 avant notre ère marque donc la fin de la concentration du pouvoir en Haute-Égypte. Le nouveau souverain est bien conscient qu'il ne contrôle qu'une petite partie des ressources de son royaume, la majeure partie se trouvant entre les mains des grandes familles de Haute-Égypte. Il est alors contraint d'acheter le soutien de ces puissances provinciales en leur rendant leur autonomie. Par cet acte, il se reconnaît incapable de soumettre l'ensemble des potentats du pays. Les grandes familles locales, en se voyant ainsi libérées et confrontées dans leur suprématie, se réapproprient aussitôt d'anciens titres de la monarchie memphite comme celui de grand chef et se font creuser des tombes grandioses dignes des membres de la famille royale. Cependant, le titre de grand chef est toujours accordé par le roi. Mais alors qu'auparavant, seuls les hauts dignitaires pouvaient se prévaloir de ce titre, à présent, le pharaon peut le dispenser à n'importe quel notable qui possède une certaine influence sur une ville. Par ce système, le monarque tend la main à des familles modestes, issues de la classe moyenne émergente, dont la puissance grandissante constitue un contre-pouvoir aux grandes familles dominantes. En plus, ce titre n'est plus héréditaire. Il ne peut donc plus se transmettre de père en fils. Si un notable désire obtenir le titre de grand chef, il doit s'octroyer les faveurs du pharaon. Il retrouve ainsi sa valeur d'antan et suscite jalousie, rivalité entre grandes familles. Il constitue donc pour le souverain un moyen efficace d'éviter les alliances entre potentats locaux qui auraient pu représenter une menace sérieuse pour le pouvoir royal. Car les rois d'Ititaoui doivent composer avec un groupe de potentats bien plus soudés que celui qui avait été soumis par les pharaons memphites. Sauf que l'espoir de faire carrière au sein de l'administration royale aiguillonne toujours l'ambition des fils de potentats provinciaux. Ils ont bien conscience qu'être éduqués au sein même du palais constitue un moyen efficace d'être intégrés dans l'administration royale et donc de faire partie de la classe dirigeante. Toutefois, il est important de nuancer ce propos. La situation politique du XXe siècle avant notre ère est bien différente de celle de l'Ancien Empire. Le pharaon n'est plus un monarque tout-puissant qui attire à lui tous les hauts dignitaires et les familles nobles. Ce n'est plus lui qui contrôle l'ensemble du royaume, mais les potentats provinciaux. Faire carrière à la cour devient un objectif finalement secondaire, car l'essentiel de la vie politique et économique se joue au sein même de leur ville. En travaillant au palais, ils peuvent jouer finalement sur les 2 tableaux, exercer leur domination sur des régions clés du royaume et influer sur les décisions prises au sommet de l'administration royale. Ils deviennent les membres importants de la Chambre des dignitaires. Alors on ne sait pas très bien comment fonctionne cette institution, faute de documents écrits, mais les archéologues ont mis au jour des papyrus qui nous renseignent sur les discussions qui avaient lieu entre le roi et ses dignitaires locaux à propos de certaines affaires de l'État. Ces documents, étonnants, insistent fortement sur l'obligation pour le roi de récompenser et d'honorer les grands du royaume s'ils voulaient se garantir leur loyauté.
Le roi n'est pourtant pas démuni face à ces puissances locales. Il peut créer des lignées locales fidèles à la monarchie en renversant les lignées de potentats locaux implantés depuis le deuxième millénaire. C'est le cas par exemple à Asyut et à Beni Hassan. Durant cette période de trouble, il multiplie les promotions en échange de leur soutien indéfectible. L'arrivée au pouvoir d'Amenemhat Ier engendre du coup une redistribution des cartes au sein des élites locales, des régions stratégiques du royaume. Ce sont les familles favorables au roi qui ont du coup le plus de chances de s'imposer et certains de leurs membres obtiennent donc le titre de grand chef. Mais la monarchie d'Ititaoui reste fragile et en proie aux ambitions des grandes familles de province. Les archéologues se sont aperçus de la disparition totale du titre de grand chef à la fin du XIXe siècle avant notre ère. Certains ont voulu y voir la victoire finale de la monarchie contre les potentats locaux, mais pas du tout, bien au contraire. À cet instant précis, on note une nette diminution de l'activité de la couronne et l'entrée du royaume égyptien dans une longue phase d'instabilité politique. On assiste à une véritable valse des prétendants au trône et la situation extérieure n'arrange rien parce qu'il faut en plus repousser les attaques des Levantins et des Nubiens. Le souverain est considérablement affaibli, les caisses du trésor royal sont pratiquement vides. Le roi continue pourtant d'octroyer le titre de grand chef, mais à présent, n'importe qui peut l'obtenir, les hauts dignitaires comme de simples particuliers. Il perd totalement et quasi définitivement sa valeur. On ne prend donc plus la peine de le mentionner carrément dans les inscriptions funéraires. Les grands chefs et les notables provinciaux se disputent la direction des temples parce que ce sont les institutions les plus influentes du royaume. Le roi tente donc d'acheter le soutien de ces grandes familles locales en multipliant les donations et les grands travaux en faveur des sanctuaires. Le monarque favorise les temples de Haute-Égypte et de la région du Fayoum, même si ces réalisations restent de dimension modeste. Une exception, quand même, le temple d'Amon, à Karnak, bénéficie de moyens financiers et humains considérables, bien plus que les autres sanctuaires du pays. Pourquoi, me direz-vous ? Tout simplement, ça s'explique par la popularité grandissante du dieu Amon dans l'ensemble du royaume, et son influence est tellement importante qu'il a été élevé au rang de roi des dieux par Sésostris Ier. En outre, ce même pharaon a fait édifier un sanctuaire en l'honneur des souverains Memphites. Il crée comme ça une continuité symbolique entre l'ancienne monarchie et celle d'Ititaoui. Cependant, les rois d'Ititaoui financent beaucoup plus de travaux en faveur des temples que leurs prédécesseurs, signe que ces institutions religieuses ne font qu'accroître leur pouvoir durant le Moyen Empire. Ça s'explique en partie par le fait que presque tous les notables locaux sont impliqués dans leur fonctionnement et disposent de ce qu'on appelle une prébende, c'est-à-dire un revenu fixe attribué à quelqu'un ou qui est facilement acquis. La multiplication des travaux en faveur des sanctuaires montre l'importance politique considérable que représente le soutien des élites locales pour la monarchie. Mais comment ça fonctionne ? Le pharaon donne des terres aux temples. Les paysans qui vivent dans les villages voisins sont sommés de les exploiter et d'en livrer les produits au personnel liturgique, c'est-à-dire les personnalités chargées du service du culte. Alors bien entendu, il y a les prêtres, mais aussi les notables locaux, les grands chefs. Et ces grands chefs doivent, à tour de rôle, effectuer le service liturgique de la divinité locale. C'est ce qu'on appelle les jours du temple. Chaque grand chef utilise les rentes obtenues durant ces journées pour payer les prêtres, qui seront par la suite chargés d'entretenir son culte funéraire après sa mort. Un traitement de faveur est réservé au temple d'Osiris à Abydos parce qu'il s'agit d'une divinité très populaire dans l'ensemble du pays. Il est considéré comme le premier dieu pan-égyptien, si vous voulez, c'est-à-dire vénéré partout dans le royaume. Il est invoqué dans les inscriptions funéraires de toutes les régions égyptiennes et le pèlerinage des élites à Abydos devient rapidement une pratique courante. Ils y élèvent des stèles, des petites chapelles ou des cénotaphes à leur nom près du temple du dieu. Cette ferveur attire l'attention de la monarchie qui la reprend à son compte en mettant sur pied un circuit rituel et processionnel. Dans le même temps, le roi est assimilé à Horus, le fils d'Osiris, et il s'érige en figure quasi divine, donc digne de recevoir un culte.
Mais le pharaon a beau se proclamer fils du dieu Osiris, il est quand même incapable d'aménager une nécropole prestigieuse et d'encourager les membres des grandes familles du royaume à venir y faire construire leur propre sépulture. Il se rend donc fréquemment à Abydos dans l'espoir de bénéficier d'un peu de l'aura du dieu. D'ailleurs, Sésostris III y fait bâtir une de ses sépultures.